Bienvenue sur le podcast de l'Office national de diffusion artistique. Mais vous pouvez nous appeler l'ONDA. Merci d'avoir appuyé sur le bouton lecture de cet épisode. Nous vous emmenons avec nous à la rencontre de professionnels et artistes inspirants et inspirantes du spectacle vivant qui viennent d'ici et d'ailleurs. À l'ONDA, ce qui nous anime et fait vibrer, c'est de faciliter, soutenir, mettre en relation, écouter, conseiller, toujours dans l'optique d'être utile aux opérateurs et opératrices du spectacle vivant. Pour en savoir plus sur nous et sur notre actualité, rendez-vous sur onda.fr. Bienvenue dans ce nouvel épisode, une plongée au cœur de ce qui nous fait vibrer quand la musique résonne. Aujourd'hui, nous vous invitons à écouter Nathalie Herlé, neuropsychologue, invitée de la rencontre du 4 avril 2025, intitulée « Les nouveaux territoires d'écoute », organisée en partenariat avec Césarée, Centre national de création musicale. Elle nous éclaire sur les mécanismes de l'émotion musicale et partage les avancées des neurosciences dans la compréhension du plaisir que la musique peut susciter. Son intervention est ponctuée du témoignage de Philippe Gordiani, directeur de Césarée, Centre national de création musicale, qui nous confie un souvenir marquant lié à une expérience musicale. Un épisode qui mêle science, émotion et récit sensible. Bonne écoute! Je m'appelle Philippe Gordiani, je suis le directeur de Césarée, le Centre national de création musicale de Reims. Et je vais vous évoquer mon premier souvenir avec les musiques de création. Alors, je pense que je dois avoir 22 ou 23 ans. À l'époque, je n'écoutais absolument aucune musique expérimentale ou musique dite contemporaine ou musique de création. Et j'étais en train d'enregistrer un album plutôt rock dans un studio, et l'ingé son décide de me faire écouter Pierre-Henry en me disant c'est quelque chose qui va te plaire, et il me fait découvrir l'Apocalypse de Jean de Pierre-Henry. Et je me rappelle vraiment comme un choc, c'est-à-dire que je perdais tous mes repères d'écoute, je rentrais dans un monde complètement différent avec une voix, celle de Jean Negroni, qui est extraordinaire, avec toutes les textures de synthétiseurs, de prise de son de Pierre-Henry, et je suis tombé dans une espèce d'adoration de cette pièce de Pierre-Henry depuis, qui restera éternellement la première pièce de musique concrète, de musique expérimentale, électronique que j'ai découverte. Nathalie Herlé, je suis neuropsychologue dans le service de neurologie de l'hôpital de Reims, et je suis aussi rattachée au laboratoire de Paris-Cité, dans le laboratoire de Pascal Piolino. Et j'ai été, il y a bien longtemps, en fait, professeure de piano, donc j'ai des liens particuliers, évidemment, avec un intérêt pour ce qui est base neuronale de la musique et de l'écoute musicale. Et j'ai effectivement donc fait ma thèse sur le rôle, en fait, de certaines structures cérébrales dans les traitements temporels. Alors maintenant, je fais surtout, en fait, des travaux pour mieux comprendre l'implication du cerveau dans d'autres domaines, mais je reste en tout cas de cœur très intéressée par cette discipline. Et notamment, donc, à l'invitation de Césarée et Onda, on m'a demandé de présenter quelles étaient finalement les approches actuellement en neurosciences du plaisir musical. Et dans ce cadre, donc, nous avons abordé différentes notions. La première, elle a consisté effectivement à s'interroger sur la façon dont on pouvait approcher ce qui allait être plaisir de façon générale et non spécifique à la musique. Et donc, dans ce cadre, eh bien, on a pu évoquer les premiers travaux qui ont été réalisés essentiellement chez l'animal, où on implante des électrodes cérébrales, c'est-à-dire qu'on va mettre effectivement des électrodes qui peuvent venir stimuler sélectivement certaines parties du cerveau. Et on a ainsi pu démontrer chez le rat une structure clé qui est le noyau accumbens, et qui est une structure qui est dans une partie du cerveau qu'on appelle limbique, c'est-à-dire qui est vraiment surtout destinée aux émotions et à tout ce qui est apprentissage, procédure, etc.
Et donc, ce noyau accumbens, eh bien, il va avoir un impact tellement important qu'on a pu démontrer donc, dès 1954 qu'en fait, bah, les rats pouvaient s'auto-stimuler si on les laissait appuyer librement pour pouvoir activer ces électrodes d'un point de vue cérébral. Et ils pouvaient en arriver à négliger des comportements comme le sommeil ou l'alimentation au profit du plaisir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a un impact très important d'un point de vue vivant, c'est-à-dire qu'on va privilégier potentiellement ces systèmes de récompense au détriment éventuellement de choses beaucoup plus importantes, ce qu'on va retrouver notamment, par exemple, dans certaines formes d'addiction. Donc ça, c'était effectivement les premiers travaux chez l'animal. Chez l'humain, eh bien, évidemment, les paradigmes expérimentaux ne peuvent pas, pour des raisons éthiques évidentes, être transposés de cette façon. Et donc, les travaux ont consisté d'abord à l'observation un peu fortuite. On profite en fait de situations cliniques assez exceptionnelles. Et notamment, c'est pareil, dans les années 60, on a implanté certains patients de psychiatriques, notamment avec des dépressions, des schizophrénies, pour tenter en fait de réguler leur pathologie psychiatrique en mettant des électrodes. Et notamment, donc l'un de ces patients a été publié parce que finalement l'électrode n'avait pas été très bien placée et arrivait effectivement au niveau de ce noyau accumbens, et on observait effectivement les mêmes comportements d'autostimulation en fait par rapport au plaisir, comme ce qui avait été démontré chez le rat. Alors, depuis, fort heureusement, on a d'autres techniques moins invasives, moins barbares à la fois pour les animaux et les humains. Et notamment, donc, on va pouvoir utiliser l'IRM fonctionnel. L'IRM fonctionnel, ça permet de mettre des gens dans une machine pour regarder pendant la réalisation de certaines tâches ce qui va s'activer, c'est-à-dire les zones qui vont davantage consommer et qui donc vont pouvoir être déduites comme étant plus impliquées dans certains mécanismes. Et notamment, donc, on a d'abord travaillé sur les notions de plaisir par rapport, alors je suis désolée parce que là, on va être très loin de la musique, mais au renforcement monétaire par les gains, parce qu'on sait effectivement que ce système est aussi très impliqué chez l'humain. Et on a pu démontrer plusieurs choses. La première, c'est que effectivement, donc le noyau accumbens est très impliqué dans les systèmes de renforcement, c'est-à-dire que quand les sujets attendent la récompense monétaire ou durant la récompense monétaire, on va avoir effectivement des activations de ce noyau. Ces activations n'étant pas en fait sur les mêmes parties de ce noyau accumbens, selon effectivement le fait qu'on anticipe la récompense et qu'on la ressent. Et puis, on a pu aussi, effectivement, grâce à ces techniques en fait d'imagerie, euh, démontrer l'implication potentiellement, évidemment, de tout un réseau. Parce que, évidemment, le réseau de plaisir ne se limite pas au noyau accumbens, mais on va avoir un tas d'autres structures qui vont être impliquées tout simplement dans la conception, par exemple, des attentes et de comment on va pouvoir attendre ce renforcement, ce plaisir qu'on recherche tant. Et donc, notamment, donc, le cortex préfrontal dans le côté conceptualisation, éventuellement, de la récompense à venir. Et puis, on a aussi d'autres techniques qui vont permettre en fait de bloquer tout un système de neurotransmetteurs, c'est-à-dire que notamment le noyau accumbens va être impliqué dans des systèmes effectivement qui vont permettre cette réalisation du système de récompense par l'utilisation donc de certains médiateurs spécifiques. Et notamment, en fait, si on bloque les systèmes GABAergiques et puis du glutamate également en fait chez l'animal, par exemple en injectant certaines molécules qui vont bloquer en fait ces neurotransmetteurs, eh bien, on va effectivement donc observer d'une part des comportements d'appétence chez le rat. Donc ça, c'est plutôt effectivement ce qu'on connaissait et ce qui est conforme à la littérature depuis les années 50. Mais ce qui est vraiment très surprenant, c'est qu'en fait, à quelques millimètres de là, dans ce même noyau, si on injecte, on va cette fois-ci déclencher des comportements de peur. Et en fait, l'injection de ces neurotransmetteurs a des effets qui sont extrêmement importants, puisqu'on peut augmenter chez le rat de 600% et les comportements d'appétence et ceux d'aversion par rapport à certains stimuli. Donc vraiment, on voit qu'il y a un tandem, encore une fois, sur une même structure, c'est-à-dire que non seulement certaines parties du noyau accumbens vont être impliquées selon, je dirais, la chronologie par rapport au plaisir, mais on peut aussi avoir en fait deux valences émotionnelles très différentes pour un même noyau. Donc ça, c'est effectivement
une façon d'approcher les choses. Et chez l'humain, on s'est posé la question au départ des paradigmes à utiliser pour explorer le plaisir. Et là, je vais en arriver au plaisir spécifiquement musical. Et on s'est interrogé en fait sur la perception de la consonance-dissonance en se disant, très naïvement, eh bien vraisemblablement effectivement que la consonance sera plutôt vécue comme positive et associée au plaisir, alors que la dissonance ne le sera pas. Alors en fait, on s'est aperçu dès les premiers travaux que ça ne donnait absolument pas ce qui était attendu. C'est que déjà consonance, dissonance et plaisir et déplaisir ne sont pas systématiquement associés, loin de là, et que tout va dépendre évidemment beaucoup de la culture musicale aussi de la personne. Et on sait qu'effectivement, dans les musiques de création, on va beaucoup jouer de cette dissonance et de plus en plus depuis une quarantaine d'années. Et puis, l'autre élément surtout, c'est qu'en fait, le système de détection de la dissonance est plutôt un système de détection d'anomalies, entre guillemets. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un système qui va jouer quand même sur nos attentes perceptives, mais qui ne joue pas nécessairement sur la notion de plaisir. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on va activer cette fois-ci d'autres structures que sont l'amygdale et l'hippocampe, qui, eux, sont des détecteurs quelque part d'anomalies en tout genre. Ça peut être des anomalies architecturales, linguistiques, etc., mais qui vont s'activer quand quelque chose, en fait, d'inhabituel se produit dans notre environnement. Et donc, on a effectivement abandonné cette idée de consonance-dissonance pour explorer ça. Et le premier auteur qui est vraiment permis de débloquer la situation, c'est Robert Zatorre, donc de l'Institut de neurologique de Montréal, qui effectivement, le premier, a pu mettre en évidence en fait le plaisir musical par le biais du frisson. C'est-à-dire qu'effectivement, certaines personnes vont éprouver un plaisir musical tellement fort qu'ils vont frissonner sur certains extraits, enfin certains passages souvent même musicaux très précis. Et il a utilisé en fait ce paradigme pour pouvoir explorer le plaisir. Alors évidemment, la science est toujours nécessairement réductrice pour pouvoir tout doucement ensuite produire des généralisations, mais on commence toujours par réduire le domaine. Et on est bien conscient évidemment que ces frissons sont une situation extrême et qu'il existe évidemment une variété de plaisirs musicaux qui ne sont pas forcément associés à ces réactions épidermiques. Mais c'était au moins un premier bon modèle. Et ce qui a permis effectivement de démontrer de nouveau, cette fois chez l'humain, sur des extraits soit nouveaux, mais des vrais extraits musicaux, soit sur des extraits du répertoire classique, comme Ligeti, Moussorgsky, Glass, etc., les activations cérébrales pendant l'écoute et donc, pendant éventuellement des extraits qui génèrent des frissons versus des extraits de ces mêmes auteurs ou de ces mêmes extraits nouveaux qui ne génèrent pas en fait de plaisir ni de frissons. Et donc, ce qu'on va avoir de nouveau, c'est finalement une implication de différentes parties du noyau accumbens, c'est-à-dire une partie striatale, ventrale, la partie vraiment qui est la plus basse, donc dans ce noyau, qui va être très activée pendant justement ce frisson, pendant le grand plaisir musical, et la partie dorsale plutôt dans l'anticipation de ce plaisir. Et l'autre élément, c'est que chez des auditeurs naïfs, on va avoir, naïf, ça veut simplement dire non musicien dans les sciences, on va avoir effectivement donc une activation du noyau accumbens qui va être le meilleur prédicteur, par exemple, de la réécoute d'extraits. C'est-à-dire que quand dans la machine, on fait écouter des extraits nouveaux à des sujets, et qu'ils doivent à chaque fois coter ça sur une échelle de plaisir et indiquer au fur et à mesure les extraits qu'ils ont vraiment envie de réécouter, eh bien, l'activation du noyau accumbens va permettre de prédire à la fois l'intensité du plaisir et les réécoutes en fait des extraits musicaux. Donc, on a comme ça effectivement une façon de pouvoir mettre en évidence chez l'humain l'importance de cette structure et son implication donc spécifique dans le plaisir musical. Et on voit que le noyau accumbens donc a un peu une double fonction vraiment. Celle évidemment d'être très impliquée dans le ressenti du plaisir, mais aussi dans les attentes, puisque les deux sont corrélés. Même si évidemment, le système, encore une fois, qui permet d'attendre des choses va être beaucoup plus étendu. Et c'est surtout qu'en fait, va intervenir évidemment l'éducation musicale au sens large, c'est-à-dire vraiment toutes nos expériences depuis la naissance qui vont, et même avant, je dirais, même in utero, quand le bébé commence à entendre, que nous allons effectivement dépendre d'un système tonal donné, etc. Et donc, toutes ces influences vont permettre de préciser les attentes, c'est-à-dire que l'éducation musicale va faire qu'on va
plus ou moins attendre certaines choses et plus ou moins pouvoir avoir un accès conscient à ces choses. Mais ensuite, sur le ressenti du plaisir, finalement, les choses sont communes aux auditeurs naïfs ou aux musiciens. Alors, il existe aussi dans la pathologie des sujets qui effectivement n'apprécient pas la musique et on a dans notre jargon donc des doubles dissociations, c'est-à-dire des patients qui perçoivent correctement la musique lorsqu'on leur demande des caractéristiques perceptives mais n'éprouvent aucun plaisir. C'est vraiment l'anédonie musicale et cette anédonie musicale, elle représenterait en gros 5% en fait de la population normale. Donc c'est vraiment quelque chose qui est finalement assez fréquent. Et à l'inverse, on a des patients qui sont capables de continuer à ressentir du plaisir musical alors même que leurs jugements sur les aspects perceptifs de la musique sont perturbés. Donc ça, c'est effectivement quelques grandes caractéristiques, on va dire, du plaisir musical à l'heure actuelle, mais il reste évidemment encore de nombreuses choses à comprendre, et notamment avec ce dégradé des plaisirs musicaux qui, pour l'instant, reste relativement méconnu. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les podcasts de l'Onda sur toutes les plateformes d'écoute et sur notre site internet onda.fr dans la partie Actualité et médias.